Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce quart d'heure d'information. La troisième conférence du sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se tient aujourd'hui à Yamoussoukro sous la présidence des chefs d'État ivoiriens Alassane Ouattara et burkinabé Blaise Compaoré. Il s'est tenu hier en prélude à la rencontre un conseil de gouvernement conjoint Côte d'Ivoire-Burkina Faso présidé par les chefs de gouvernement ivoiriens et burkinabé. Le conclave a permis de passer en revue les nombreux accords en attente entre les deux pays. Et selon le Premier ministre ivoirien Daniel Cablon-Duncan, ces attentes portent notamment sur la fluidité du trafic, la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que la lutte contre la traite transfrontalière des enfants, la transhumance et la santé animale. Le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé a été signé le 29 juillet 2008. Et le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a inauguré hier après-midi dans le centre du pays le pipeline reliant Abidjan à Yamoussoukro. Cet ouvrage de 250 km va permettre de redistribuer les produits pétroliers à partir de Yamoussoukro vers le marché intérieur de certaines villes de la Côte d'Ivoire ainsi que certains pays de la sous-région. Awa Touré. Par ce geste, le président de la République, Alassane Ouattara, vient d'approvisionner le dépôt juste aussi de Yamoussoukro à partir du dépôt d'Abidjan. La mise en service du pipeline consiste donc à démarrer les pompes d'Abidjan, ouvrir la vanne d'arrivée et vérifier que le produit est arrivé en prélevant des échantillons. La mise en exploitation de ce premier tronçon Abidjan-Yamoussoukro est un grand pas vers le repositionnement de la Côte d'Ivoire dans le domaine de la distribution des hydrocarbures dans la sous-région ouest africaine. Le gasoil, le fioul, viendra jusqu'ici, à Yamoussoukro, et pourra être enlevé à partir de Yamoussoukro. Le pipe continue jusqu'à Bouaké, comme vous le savez, et bien évidemment, par la suite, sur Ferkessédougou. Je voudrais féliciter le ministre du pétrole et ses collaborateurs, bien sûr la GEST aussi, la Petroci, pour l'excellent travail qui a été fait. C'est un investissement important, 140 milliards de francs CFA, donc je suis très heureux d'avoir pu participer à cet événement. Je souhaite qu'on puisse continuer. Le pipeline Abidjan-Yamoussoukro, long de 258 km, a une capacité journalière de pompage de 4000 mètres cubes, soit 4 millions de litres, l'équivalent de 130 camions par jour. Il va permettre la redistribution des produits à partir des dépôts de Yamoussoukro vers le marché intérieur et vers les marchés des pays de l'Interland, le Mali et le Burkina Faso. S'agissant des objectifs visés par le pipeline, ils sont de 3 ordres. Premièrement, améliorer la sécurité de l'approvisionnement en produits pétroliers de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, du Burkina et du Mali. Deuxièmement, réduire progressivement les coûts des produits pétroliers vers le consommateur. Troisièmement, permettre à la Côte d'Ivoire de contribuer plus efficacement à l'intégration régionale en matière d'hydrocarbures. C'est donc un véritable outil d'intégration économique régionale dans le cadre de la politique d'émergence de la Côte d'Ivoire prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au nom de cette émergence, qui ne doit en aucun cas laisser pour compte une partie de notre pays, j'engage, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'ensemble de mes collaborateurs à faire en sorte que sous votre autorité et avec votre soutien, à réaliser rapidement les autres segments projetés afin que ce pipeline atteigne tous les objectifs qui lui sont assignés. À partir de la mise en exploitation de cette première partie, il est prévu une extension du réseau de pipeline à Ferkessédougou. Le pipeline Bouaké-Ferké est long de 240 km et Abidjan-Bouaké de 385 km.
Direction le Congo, la première édition du Forum économique de Forbes Afrique a refermé ses portes à Brazzaville. Il avait pour thème l'émergence des classes moyennes africaines, financement des infrastructures, entrepreneuriat et nouveaux modes de consommation. Ce forum a été une occasion pour plusieurs dirigeants africains de définir les priorités de l'Afrique pour l'émergence de sa classe moyenne. Evelyne Deba était notre envoyée spéciale à Brazzaville. La classe moyenne, définie par les experts comme cette classe ni vraiment pauvre ni vraiment riche de la société, doit aider l'Afrique à profiter des avantages de la mondialisation, d'où l'organisation de ce forum par le magazine Forbes Afrique. La Banque africaine de développement estime à plus de 300 millions le nombre de personnes constituant la classe moyenne en Afrique et invite les dirigeants africains à tout mettre en œuvre pour son émergence. 5 chefs d'État africains ont effectué le déplacement pour marquer leur intérêt pour le sujet. Il s'agit des présidents sud-africains Jacob Zuma, ghanéen John Dramani Mahama, burkinabé Blaise Compaoré, sénégalais Macky Sall et congolais Denis Sassou Nguesso. Ils sont tous unanimes. L'Afrique, avec une croissance régulière, doit mettre en place un climat favorable. 4 leviers me paraissent indispensables pour la porter de façon durable. Une éducation et une formation professionnelle de qualité. Une agriculture modernisée, mécanisée, pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Une énergie à des coûts soutenables pour une économie compétitive et un réseau adéquat d'infrastructures pour favoriser les échanges. Le chemin de la croissance et de la prospérité est indissociable du développement des infrastructures. 2 panels ont meublé ce forum, animé par la journaliste française Christine Ockrent. Et pour les panélistes, l'émergence des classes moyennes en Afrique passe aussi par la révision des traités entre l'Afrique et l'Europe. Invité d'honneur de ce forum économique, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, a quant à lui insisté sur la prise de conscience par l'Afrique de ses valeurs et la prise en main de son destin. Et avant de continuer, sachez que la double cérémonie de baptême de la 44e promotion des élèves officiers d'active et la remise d'épaulettes d'officiers à la promotion Soro Kigbafori Guillaume aux médecins élèves officiers et aux élèves officiers issus du test d'aptitude au grade d'officier aura lieu le jeudi 1er août 2013 à 8 h à l'école des forces armées l'EFA de Zambakro sous la présence effective de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef suprême des armées. Le séminaire bilan sur la mise en œuvre du programme de construction des nouvelles universités a pris fin à Grand-Bassam. La rencontre qui a regroupé de nombreux experts venus également de la Belgique, de la France et du Canada a permis d'évaluer la mise en œuvre du programme de construction de nouvelles universités de Mans, Bondoukou, San Pedro, le village universitaire d'Adiaké et l'extension des universités de Daloa et de Korogro. Et c'est avec Hugues Hervé-Bly. Le séminaire bilan sur la mise en œuvre du programme de construction de nouvelles universités, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique le considère comme un élément déclencheur d'un processus qui ne devra plus s'arrêter. Nous allons nous retirer pour traduire cette fois-ci en véritable projet toutes les idées qui ont été émises ici, de sorte que ces projets bancables puissent commencer à être exécutés. Le temps de ce que seront les nouvelles universités sera donné par celle de Mans, qui ouvrira pour la rentrée 2014-2015. La qualité à la fois architecturale, fonctionnelle et surtout une nouvelle dimension de la prise en compte de l'environnement, de la qualité environnementale fera qu'effectivement ce seront des projets tout à fait en pointe et un défi architectural que pourront relever les jeunes architectes et les architectes de Côte d'Ivoire. Pour toutes les nouvelles universités, il est recommandé fortement que tous les étudiants soient logés en cité universitaire. Le bonheur n'est pas loin, le bonheur est tout près. Surtout pour les populations de Mans qui rêvent et qui pensent que la construction d'une université va permettre à Mans de se développer et de sortir de sa léthargie. La rencontre de Grand-Bassam a donc proposé une feuille de route de mise en œuvre des projets de construction des nouvelles universités de Mans, Bondoukou, San Pedro et de la ville universitaire d'Adiaké qui s'ajoutent aux universités de Daloa et Korogo.
L'École normale supérieure d'Abidjan organise depuis hier 29 juillet et ce jusqu'au 31 juillet des festivités de fin d'année au programme des journées portes ouvertes et baptême de la promotion sortante. Les nouveaux promus de l'ENS reconnaissent l'ampleur du défi qui les attend au sein de l'appareil éducatif ivoirien. Léon Brou. Première journée des festivités de fin d'année pour la 49e promotion de l'École normale supérieure d'Abidjan, ENS. Les stands pour banque constituent l'attraction des étudiants, désormais devenus fonctionnaires. Les 2 années de formation n'ont pas altéré leur joie à la suite du succès comptabilisé il y a 3 ans au concours d'entrée à l'ENS. Juste après la crise, le concours a été annulé. Nous avons repassé le concours. Et nous sommes aujourd'hui là. Avoir repassé le concours a confirmé vraiment que je méritais ma place en tant que professeur de mathématiques. Promotion spéciale, défi spécial, celui de contribuer à faire de l'école ivoirienne le moteur de l'émergence de la Côte d'Ivoire. À cet effet, le professeur Amoa Urbain a donné à la promotion sortante de l'ENS les 7 clés de la connaissance et les 3 atouts majeurs de l'enseignant. Un enseignant doit se nantir de toutes les compétences que sont les différents savoirs. Il doit savoir faire, il doit savoir faire, ainsi de suite. Mais également, il doit se nantir de beaucoup d'humilité qui devrait lui permettre de savoir faire, savoir qu'il sait. La promotion sortante, la 49e de l'ENS, est baptisée Promotion Guillaume Soro, du nom du président de l'Assemblée nationale. Elle compte 823 diplômés, dont 225 enseignants qui recevront ce mercredi leur baptême. La pause déjeuner entre 12h et 14h est bien connue de tous. Ce temps varie de 1 à 2 heures selon la compagnie et chacun l'aménage à sa façon. Si pour certains, c'est le moment d'un déjeuner entre amis, pour d'autres, c'est l'occasion de se retrouver en famille, quand une autre catégorie de personnes préfère rester au bureau pour avancer dans le travail. Fatou Fofana a fait une incursion au cœur de l'entre-midi et 2 des Ivoiriens. Suivez ce reportage. Entre midi et 2, c'est-à-dire entre 12h et 14h, c'est presque partout l'heure de la pause déjeuner. Si certains profitent de ce laps de temps pour un bref passage à la maison, pour d'autres par contre, juste un déjeuner rapide sur place, un moment de détente entre collègues et amis et le travail reprend ses droits. Je viens manger ici tout simplement parce que je travaille non loin d'ici. Nous sommes les ouvriers dans un chantier, ça ne nous permet pas d'aller à la maison et puis à midi revenir. Je descends uniquement pour manger et puis je remonte me reposer au bureau avant de reprendre le travail à partir de 14h. Il y a également ceux qui n'ont pas le temps de s'arrêter à midi. La pause déjeuner, un mot inconnu dans leur vocabulaire. Pause, enfin, nous, est-ce qu'on connaît ce mot pause de midi? Dans les médias, c'est au moment où les autres se reposent que nous travaillons parce qu'il faut avoir de la matière pour la radio puis la télévision. Pour les plus chanceux, midi, c'est l'heure de recharger la batterie de l'organisme par un bon repas ou une petite sieste. D'autres en profitent pour faire les magasins ou des courses personnelles. L'important est de se ressourcer pour un meilleur rendement l'après-midi. Tout compte fait, la pause déjeuner est un moment indispensable à la bonne marche du travail. C'est d'ailleurs un moment apprécié à sa juste valeur par les travailleurs. À l'étranger, les observateurs nationaux et internationaux se disent satisfaits et soulagés du déroulement des élections présidentielles au Mali. Le premier tour de ce scrutin s'est tenu dimanche dans le calme et sans incident majeur. Regardez. Elle sillonne le centre de Faladier IGA peu après la fermeture de ses 23 bureaux de vote. Aïssatou donne les dernières instructions avant le début du dépouillement. Comme pour la présidentielle de 2007, cette enseignante coordonne des opérations cette année dans ce centre de Bamako qui compte 11 144 électeurs. Je suis vraiment satisfaite par rapport au taux de participation des électeurs. À peu près à 60 à 70, je peux dire que 60 à 70%. L'Union européenne a déployé plusieurs dizaines d'observateurs à Bamako. Elle confirme la forte mobilisation des électeurs et le bon déroulement du scrutin dans la capitale malienne. Le scrutin était transparent. Ceci étant dit, je voudrais bien attendre d'avoir rencontré tous les observateurs de l'Union européenne et d'avoir échangé avec les missions d'observation autres que celles de l'Union européenne pour avoir une idée plus exacte. Dans de nombreuses circonscriptions électorales de Bamako, le décompte des voix place en tête Ibrahim Boubacar Keïta. Dans ce bureau de vote, Ibeka obtient 188 voix sur 279 suffrages exprimés.
Soumaïla Cissé est deuxième avec 33 voix. Aucun jeu de campagne du candidat du Rassemblement pour le Mali l'ont fait de la victoire depuis dimanche soir. Les premières tendances commencent effectivement à tomber. Là, on est vraiment confiant. On a de bonnes nouvelles qui nous viennent de partout. Vous pensez que ce sera plié dès le premier tour? Ce sont les tendances actuelles. On attend la confirmation des grandes villes, mais c'est la tendance actuelle en tout cas. Dans le camp de Soumaïla Cissé, atmosphère relativement morose. Pas question de commenter les premières tendances. On attend les résultats provisoires qui seront proclamés ce lundi soir ou demain mardi. L'actualité en bref, dans le monde, nous nous intéresserons à la visite du pape François au Brésil. Nous nous rendrons par la suite au Cambodge et en Tunisie. Mais dans un premier temps, direction l'Irak qui vient de connaître une nouvelle vague d'attentats. Suivez plutôt. En Irak, l'escalade de violence continue. 17 attentats à la voiture piégée ont fait une cinquantaine de morts et plus de 220 blessés ce matin. Des attaques qui ont principalement touché Bagdad, la capitale, où plus de 30 personnes ont trouvé la mort. La communauté chiite du pays semble être la cible privilégiée de ces violences qui se multiplient depuis près de 3 mois. Fin des 28e journées mondiales de la jeunesse au Brésil. Plus de 3 millions de fidèles se sont réunis dimanche sur la plage de Copacabana pour la messe finale. Une messe célébrée par le pape François et qui achève le premier voyage à l'étranger de son pontificat. L'occasion pour lui d'annoncer la prochaine édition des JMJ. Elle aura lieu en Pologne à Cracovie en 2016. Au Cambodge, le résultat des élections législatives contestées par l'opposition. Dimanche, le parti au pouvoir a annoncé qu'il conservait sa majorité au Parlement, avec 68 sièges contre 55 pour ses adversaires. Des adversaires qui réclament une enquête indépendante sur ce scrutin, entaché selon eux par des fraudes. Plusieurs organisations étrangères comme Transparency International ont confirmé de nombreuses irrégularités. Non-lieu pour Amina. La fémène tunisienne était jugée pour outrage et diffamation envers un gardien de prison. Un incident survenu dans le centre de détention où elle est incarcérée. Incarcérée depuis 2 mois pour avoir écrit « Fémène » sur le mur d'un cimetière. Pour cet acte, la féministe encourt une éventuelle inculpation. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur www.rt.ci.